l'actualité au Sénégal et dans le monde. Bonsoir, voici les titres du journal. La campagne agricole s'annonce bien, la pluie et les semences sont au rendez-vous. Notre dossier spécial démarre ce soir par les régions de Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis. Nos équipes de reporters sont déjà sur place. Le ramadan et les métiers difficiles, le soukour au corps, une pratique ancrée dans les mœurs, enquête de la rédaction. Enfin, la pratique du dopage n'a pas cessé dans l'athlétisme mondial. L'Américain Tyson Gay et le Jamaïcain Powell ont été contrôlés positifs. Après 3 ans de service au Sénégal, son Excellence Nicolas Normand quitte le pays de la Teranga avec regret. Au terme de sa mission, l'ancien ambassadeur de France a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Une parfaite convergence de vues a été notée entre les deux hommes et qui se traduit par une coopération parlementaire exemplaire entre la France et le Sénégal. Son Excellence Nicolas Normand est interrogé à sa sortie d'audience par Cheikh Bamba Gueye. Je ne pouvais pas partir sans saluer mon ami le président Moustapha Niasse, qui est aussi une personnalité que je respecte tout particulièrement au Sénégal. C'est une des icônes de la vie politique sénégalaise. Il a un passé prestigieux, un présent non moins prestigieux, un avenir certainement prestigieux aussi, que je lui souhaite, parce que l'Assemblée nationale, c'est évidemment le cœur de la démocratie dans tous les pays. C'est là où la vie politique palpite, c'est là que tous les partis politiques s'expriment. Et je sais que le président Niasse, justement, souhaite vivifier au maximum cette Assemblée nationale, lui donner les moyens, la possibilité de jouer pleinement son rôle. Et alors il a reçu d'ailleurs pour cela le président de l'Assemblée nationale française. Ils ont échangé au Sénégal. À cette occasion, le président Barthelone de l'Assemblée nationale française a remis une très haute décoration française que le président François Hollande avait accordée au président Moustapha Niasse. Et tout récemment, le président Niasse était à Paris. Il a été l'hôte d'honneur d'une session de l'Assemblée nationale française. Donc c'est bien que les deux assemblées nationales agissent comme ça en coopération. D'ailleurs, dans quelques jours, après mon départ, un sénateur français vient ici et rendra naturellement visite au président Niasse. Et moi-même, j'avais connu le président Niasse lorsqu'il était dans l'opposition, avant les élections présidentielles. Il m'avait accueilli plusieurs fois à son domicile. Nous avions beaucoup échangé sur la situation politique, préélectorale, puisqu'il en était un des principaux acteurs. Vous vous souvenez de son très beau score aussi aux élections présidentielles. Et donc c'est vraiment une carrière magnifique que je voulais saluer aussi. À la fois un ami et un très grand homme politique, un très grand homme d'État, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Et donc c'est un souvenir que j'emporterai avec moi, aussi sa très grande gentillesse, sa très grande cordialité. Le cadeau symbolique qu'il m'a fait d'une carte, une statue qui représente une carte de l'Afrique. J'ai passé 13 ans de ma carrière diplomatique, sans compter les postes africains à Paris. Voilà, merci Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et merci à tous les amis sénégalais. Et bonne période de Ramadan aussi à tous. Campagne agricole au Sénégal, les équipes de la RTS se déploient à l'intérieur du pays pour faire le point. Première escale, la région de Kaolack où la situation est très favorable. Les agriculteurs sont de plein pied dans l'hivernage. En beau début de saison, obtenu grâce à la mise en place à temps des intrants, les opérations de distribution se poursuivent dans les sécos des chefs-lieux de communautés rurales. Reportage René Massiga Diouf. Ces jours-ci, la pluie se fait désirer dans les parcelles agricoles de la région de Kaolack. La dernière pluie utile remonte à environ 10 jours. Les paysans sont de plein pied dans les travaux champêtres, labour, désherbage, entre autres activités rythment le quotidien de certaines de ces familles rurales. L'hivernage augure de bons lendemains. À l'image de nombreuses familles ici, celle d'Ousmane Ba affronte les rigueurs d'un hivernage particulièrement ensoleillé. Elle a bénéficié d'intrants distribués dans le cadre de cette campagne agricole, comme toutes les familles paysannes de son village de Keur Taïba. 5 km séparent celui-ci de Latmingué, chef-lieu de communauté rurale. La localité abrite l'un des sécos de la zone. Les agriculteurs y arrivent par dizaines chaque jour pour récupérer leurs intrants. C'est un système qui est mis en place par l'État et
le sous-préfet, quand il nous donnait la mission d'assurer la distribution, il nous avait dit qu'il ne faut pas se focaliser. Il ne faut même pas parler d'impôts dans tout ça. Nous, c'est quand tu es apte à travailler, on te donne ce que tu dois avoir. Depuis que j'ai commencé à siéger dans ce SECO, on commençait la distribution à partir du 15 juin. Et cette année, au moins, on a commencé à partir du 4 juin. Et c'est ce que souhaitaient tout le temps les paysans. Des semences d'arachide, de mil, de maïs, de niébé ou encore de riz sont disponibles en quantité dans ce SECO. Pour satisfaire les besoins des paysans, ce sont en tout 400 tonnes qui sont stockées, dont les 351 sont en coque et 58 en graines. C'est à une commission que les opérations de distribution sont confiées, comme à Lamambrang dans la communauté rurale de Korsosé. Même si des difficultés subsistent, les paysans n'en sont pas moins contents. Le démarrage effectif de la distribution a eu lieu le 28 mai 2013. La base de distribution est le carré, c'est-à-dire on a 71 villages. Sur les 71 villages, on a additionné les carrés de chaque village. Ça nous fait 3483 carrés ensemble. Et on a réparti les stocks suivant les carrés. Le bon déroulement de la campagne agricole dans la région est lié en partie à la disponibilité à temps de ces intrants. Pour nombre de familles, l'essentiel des semences est assuré ainsi que l'engrais. Les opérations de distribution ont été entamées très tôt et sont facilitées par des procédures particulières. D'une manière générale, les mises en place passe de façon satisfaisante, bien qu'on note pour certaines spéculations qui ne sont pas encore mises en place, donc notamment le sorgho pour ce qui est de cette communauté rurale de Socé et le maïs hybride pour la communauté rurale de Latmengue. Des dispositifs pareils sont mis sur pied dans chaque communauté rurale de la région de Kaolack, des mesures qui donnent aux agriculteurs les possibilités d'avoir accès à des intrants de qualité pour améliorer leur rendement. L'hivernage a fini de s'installer également dans le sud du pays. Dans la région de Ziguinchor, par exemple, en 2 semaines de pluie, on a atteint les 180 mm. Pour permettre une bonne campagne agricole aux paysans, l'État a procédé à la distribution de semences de toutes les spéculations. De même, un effort est en train d'être fourni par les services décentralisés pour aider le gouvernement à booster le secteur agricole dans la zone. Reportage de notre envoyé spécial, Eric Nimandi. Cela mérite quelques pas de danse après avoir perdu une bonne partie de leur récolte de l'année dernière à cause des inondations. Ces femmes de Kandialan retrouvent le sourire grâce à cette action combinée de l'État et de la FAO. À la suite de Fatima et de Ndeyassine, elles sont nombreuses à se présenter devant cette équipe de distributeurs pour récupérer leurs semences. Un geste du gouvernement salué à sa juste valeur. Je suis contente de ce que j'ai reçu. Je viens juste d'être mise au courant de la distribution et je suis venue. C'est une vraie aubaine pour moi. Chaque ménage a droit à un quart d'hectare de semences pour le riz et pour le maïs, mais également de l'engrais qui accompagne ces semences-là pour que l'on puisse leur permettre de faire une bonne campagne agricole. Le processus de distribution a démarré depuis 2 semaines. Selon les responsables de la Direction régionale du développement rural de Ziguinchor, tout se passe normalement. D'ailleurs, une bonne partie des semences prévues dans la région est disponible. C'est des semences certifiées, ce n'est pas des semences tout venant. Le maïs qui a été mis en place à 100%, le mil, le niébé, le riz, il y a un petit retard, on a quand même reçu 127 tonnes au jour d'aujourd'hui sur les 450, donc c'est quand même acceptable. Dans sa politique de renforcement et de modernisation de l'agriculture dans cette partie sud du pays, l'État veut compter sur la recherche. Un accent particulier sera mis dans la multiplication des nouvelles variétés de riz adaptées à la zone. Leur expérimentation sur ces immenses terres à la périphérie de Ziguinchor vise cette politique des autorités étatiques. Nous sommes dans une station qui fait 25 hectares, y compris la palmeraie que vous voyez là. C'est une station où nous faisons de la recherche sur la riziculture. C'est très vaste.
point de vue des variétés, du point de vue de la fertilisation, du point de vue de la lutte contre les ennemis de la riziculture, du riz du moins. Tout ça, nous faisons ça ici. Alors, derrière moi, vous avez une parcelle qui vient juste d'être semée. C'est une parcelle pour la production de semences de pré-base. Présentement, nous sommes au niveau des bas-fonds. Nous sommes en train de produire des semences de pré-base adaptées au bas-fond. Ici, c'est G3 de ce côté, G2 de ce côté, et nous avons la variété qu'on appelle IR15-29. Autrefois considérée comme le grenier du Sénégal, la Casamance retrouve peu à peu son lustre d'antan. Cette année déjà, la région de Ziguinchor a enregistré 180 mm de pluie. Un bon augure pour une saison pluvieuse à l'image de celle de l'année dernière. Après le sud et le centre Cap vers le nord, la vallée peut bien assurer l'autosuffisance en riz. Pour la campagne de contre-saison 2013, environ 28 000 hectares ont été emblavés. De bons rendements sont attendus notamment au niveau de la délégation de Dagana. La saison chaude a toute son importance dans le programme d'autosuffisance en riz lancé en 2008 à Bakri Khan. 60% du riz de la région est produit par les périmètres autogérés et les privés de la délégation Saïd de Dagana. Et pour cette contre-saison chaude de riz, sur un potentiel estimé à environ 50 000 hectares, 24 000 ont été emblavés. Aujourd'hui, l'heure est à la récolte. Il y a la récolte avec les machines agricoles, les moissonneuses batteuses, et la récolte manuelle qui se fait par faussage, et on utilise des sourgas, comme on va dire les ngoban en wolof. Actuellement, le coût à l'hectare avec le ngoban varie autour de 50 à 70 000 francs CFA. Et on prend que si on prend les moissonneuses batteuses, on a actuellement avec un taux de 20% donc de la production récoltée. Suffisance, il faut certes aménager, mais dans le programme national, la mécanisation a aussi toute son importance. Elle permet aux producteurs de rester dans les délais et d'amoindrir les pertes en riz paddy. Sans la mécanisation, on ne peut pas faire de telles emblavures. Bon, l'année dernière, tout simplement, j'avais fait moins de 170, j'avais fait 110 aux environs. Mais j'avais eu toutes les peines du monde pour pouvoir arriver à récolter à temps. Et cette année, Dieu merci, bon, j'arrive à récolter dans les meilleurs délais. Bon. Dans le secteur Delta central comme dans celui du bas Delta, de bons rendements sont attendus. Ils devraient varier entre 7 et 10 tonnes à l'hectare. Une récolte, 205 hectares. Nous avons exploité 205 hectares et attendons en moyenne un rendement de 7 à 7 tonnes 500 à l'hectare. Moi, je m'en ai que 7 tonnes 500 à l'hectare. On prend les 24 000 hectares pour multiplier par un rendement de 8 tonnes à l'hectare. Donc ça tourne autour à une production à peu près de 160 000 tonnes actuellement qui est attendue. Le pari de la récolte et du battage gagné reste alors celui du stockage de la production. Dans ce domaine, les producteurs sont unanimes, les magasins disponibles ne couvrent pas les besoins exprimés. Nos 3 magasins veulent seulement prendre 30% de nos productions. Production qui concerne le crédit. Mais dans l'ensemble des crédits et dans l'ensemble de la production qui sort dans les rizières, il faut prendre à peu près 15 ou 20% de la production. Là où je suis, j'ai un magasin, mais il me reste beaucoup à faire. Parce que le magasin ne peut contenir que 2000 tonnes. Je l'ai rempli à partir des prestations que j'ai faites tout simplement, avant de récolter mes parcelles. Bon, actuellement, j'ai loué un magasin à côté. Maximum dans 2 jours, ça va se remplir. Comparé à l'année dernière, cette campagne de contre-saison chaude a connu une petite baisse. Après la récolte, le battage et le stockage, les prochaines étapes du processus restent la transformation et la commercialisation. Suite de notre dossier agriculture dans nos prochaines éditions. Autre aspect de l'actualité nationale, les résultats de l'audit physique des agents de l'État sont connus. Sur 123 093 agents, 112 793 sont réguliers, soit 22 000 cas de contentieux. Des chiffres donnés à l'issue de la réunion de restitution présidée par le Premier ministre. Abdoul Mbaye annonce que les contentieux confirmés seront poursuivis par la loi. Cheikh Bamba Gueye.
La commission nationale mise en place pour piloter l'audit physique des agents de l'État a travaillé de novembre 2012 à février 2013 sous la direction du Premier ministre. Les résultats ont abouti à 123 093 agents audités, 112 789 sont réguliers. Les contentieux tournent autour de 22 898 cas, dont 2378 avérés. Sur 123 093 agents audités, on note 112 789 réguliers. La Commission nationale de traitement d'un contentieux a donc pu constater que 112 789 réguliers sur les 123 093 agents de l'État audités, 10 450 contentieux de terrain et 9 276 contentieux fichiers issus des confrontations. Les contentieux, pour l'essentiel, relèvent de beaucoup d'irrégularités. Et pour ces cas de contentieux avérés, le ministre de la fonction publique déclare que toutes les procédures pénales seront utilisées pour recouvrer les versements indus. Des gens qui sont à l'étranger ou bien décédés, en tout cas des contentieux confirmés, ils sont au nombre de 2378. Non seulement il faut demander la suspension du salaire, mais il faut engager des procédures pour faire des ordres de recettes, pour recouvrer les salaires indus et éventuellement engager des procédures pénales en l'espèce. Donc toutes les procédures qui sont prévues par la loi seront engagées. Selon le ministre de la fonction publique, l'objectif 1 a été atteint puisqu'il s'agit de maîtriser les effectifs. Dès lors, l'État va asseoir une administration moderne avec une gestion prévisionnelle de ses effectifs. Le contrôle de la navigation aérienne préoccupe les experts de l'aéronautique. En réunion à Dakar, ils veulent améliorer les conditions de vol et de gestion du trafic aérien. Ils sont venus de plusieurs pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. C'est une initiative de l'ASECNA. Abi Mumbai. Les routes du ciel sont sous le contrôle et la supervision de ceux qui sont sur terre. Avec l'aide de radars et une communication à partir de la tour de contrôle, les avions reçoivent des messages qui leur permettent de prendre la bonne direction et parfois la bonne décision. D'où l'importance que revêt cette rencontre d'évaluation des moyens de communication, de l'amélioration des services de la navigation aérienne qui sont d'une importance capitale dans la gestion du trafic aérien. Donc lorsque le pilote veut changer de niveau, il fait une requête comme un message texto au contrôleur et le contrôleur lui donne la clairance, l'autorisation de monter via un message. Donc en termes de fiabilité, de qualité pour la surveillance et la gestion du trafic, c'est un grand pas. Donc l'ASECNA, à l'instar de la communauté ORSAM, utilise ces moyens de surveillance. Donc l'ASECNA a investi de grosses sommes d'argent pour pouvoir se mettre aux normes et être à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, les trajectoires définies par les contrôleurs du ciel prennent en compte les aspects environnementaux en offrant des trajectoires plus directes aux aéronefs. Nous avons comme obligation, depuis plusieurs années, depuis 1980, de réfléchir sur l'amélioration des services qui sont fournis aux usagers de l'air. Donc c'est un groupe de l'OACI, un groupe informel qui est très dynamique et qui chaque année se réunit pour permettre aux avions d'avoir un système de navigation très fluide qui leur permet de réaliser des économies de vol très importantes, mais tout en garantissant une sécurité maximale. En collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, plus de 125 participants venant d'Europe, d'Amérique du Sud et de l'Afrique vont réfléchir sur le trafic aérien au niveau de l'Atlantique Sud et au-delà. Une manière d'améliorer la sécurité sur ce corridor au profit des usagers du ciel. Nos sujets société, nous allons parler du Soukorou-Kor. Depuis quelques années, les Sénégalais s'adonnent à une telle pratique pour faire plaisir à leurs beaux-parents ou leurs proches. Cependant, depuis quelque temps, le panier Ramadan a tendance à remplacer l'argent liquide. Pourquoi ce phénomène est entré dans les mœurs? Réponse de Carlton Gay. C'est la dernière trouvaille des Sénégalaises pour faire plaisir à leur famille et belle famille.
Le panier Ramadan remplace le soukourou koor. Les paniers Ramadan, comme vous le savez, actuellement c'est à la mode. C'est un concept qui plaît beaucoup aux Sénégalais parce que offrir un panier comme ça avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, je crois que c'est beaucoup plus symbolique que donner une enveloppe d'argent. C'est un geste symbolique que ces dames veulent marquer, effet de mode ou recherche d'originalité. En tout cas, la tradition est respectée. C'est comme la tradition sénégalaise. Nous, on a l'habitude de donner, comme on dit, le soukourou koor à nos mamans, nos parents, nos proches, nos belles-mères et sœurs. Et là, actuellement, c'est à la mode au Sénégal. Et cette année, j'ai opté pour les paniers Ramadan. Initialement pratiqué par les femmes mariées, le soukourou koor est en train de devenir l'affaire des hommes. Lahat Ndiaye confirme. Nous devons toujours être au devant de la scène et arrêter de compter à chaque fois sur les femmes. J'ai commandé des paniers que je vais offrir à mes amis, mes parents et mes collaborateurs. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Je suis là pour récupérer quelques paniers que j'ai commandés. Bon, j'ai vu que le coffre est très joli à voir. Là, j'en ai payé quelques pour offrir à mes parents et à quelques amis. Offrir des paniers faits de rognier avec un plateau ou un vent, il y en a pour tous les genres, tous les goûts et toutes les couleurs. Ça dépend aussi des prix. Les plats variés sont le besoin des clients. Les prix, c'est toutes les bourses en quelque sorte. Ça varie de 50 000 à 12 000. Ça dépend de la commande. Ça dépend de la commande et du choix de la personne. Mais il y en a pour toutes les bourses. Le mois de Ramadan est l'occasion pour ces femmes et ces hommes de donner des cadeaux à la famille et aux collaborateurs. Ces dernières années, c'est le panier Ramadan qui est à la cote. Il est prisé pour son contenu qui vaut son prix. Le Ramadan rime-t-il avec ces métiers éprouvants qui font dépenser beaucoup d'énergie? Prenons l'exemple des maçons. Ils sont présents dans de nombreux chantiers de la capitale malgré les rigueurs du jeûne. Comment s'en sortent-ils durant cette période? Arrivent-ils à bien combiner jeûne et travail? Reportage à Randao. Tout tourne à plein régime sur ce chantier. Cette brouette a quitté le 4e étage vide. Elle doit repartir remplie de béton. La rotation se fait manuellement et ceux qui s'en chargent travaillent le ventre vide. C'est le Ramadan des maçons. Ce n'est jamais facile de transporter du béton et du ciment, mais on est obligé de le faire. C'est notre travail et nous sommes des hommes. Puisqu'on n'a pas le choix, il faut le faire. Elle part et revient des heures durant. À la réception au 4e étage, Julde Diallo, la cinquantaine. Rien dans son travail ne laisse croire qu'il a jeûné. Pourtant si. Tout va bien, le Ramadan n'affecte en rien le travail. Je m'en sors par la grâce de Dieu. C'est une question d'aptitude ou de forme du jour. Ailleurs, sur le chantier, on s'avoue quelque peu vaincu. J'en suis au coulage. C'est vraiment très dur. Trop même. Comment on s'en sort avec le Ramadan? On s'en remet à la volonté divine. Mais c'est quand même très dur, hein? Rien que jeûner est dur, le combiner avec le travail que nous faisons, c'est encore plus éprouvant. Avant, on avait l'habitude de prendre le petit déjeuner avant d'entamer le travail. Ce n'est plus possible maintenant. Et forcément, ça ralentit le travail. Rien des horaires ni du volume de travail n'a diminué sur ce chantier, comme sur bien d'autres. Le rythme a certes ralenti, mais cela se sent à peine. Ça n'a pas encore trop d'effet pour le moment, parce qu'on est au début du mois de Ramadan, les forces ne sont pas encore épuisées, et ça n'a pas changé. Il y a des travailleurs qui peuvent se mettre au vert durant cette période, mais pour des journaliers comme ces maçons, l'idée ne s'agit même pas. C'est la nature du travail. Le jeûne n'y changera pas grand-chose. Et puis, pour être plus complet avec ce chapitre Ramadan, la caravane de la solidarité du groupe scolaire Yafouz Selim est lancée. Et durant tout le mois de Ramadan, les ndogous seront distribués aux nécessités à travers les 14 régions du Sénégal. Le budget est estimé à plus de 135 millions de francs. Mansour Sow. Pour
la deuxième année consécutive, le groupe Sultan Yabou Selim vient au chevet des populations nécessiteuses. L'objectif est d'offrir plus de 4150 repas à des familles démunies. L'initiative est soutenue par l'association humanitaire internationale et Kumche Yokmo. L'année passée, ce que je me rappelle, notre budget c'était 105 millions de francs CFA. L'année passée. Cette année, Inch'Allah, j'espère qu'on peut arriver jusqu'à 135 millions. Et cette cérémonie, qui est la deuxième du genre, prouve à suffisance que le groupe scolaire Yabou Selim reste foncièrement attaché aux principes sacro-saints qui fondent la Oumma islamique. En effet, durant 30 jours, près de 3000 familles sénégalaises défavorisées vont bénéficier, grâce à votre sollicitude, d'un repas pour couper le jeûne. Les bénéficiaires, autorités administratives et locales, se sont félicités du geste. Par ma voix, par la voix des albinos, par la voix des personnes handicapées, nous ne pouvons dire que merci. Et vraiment, le grand mot c'est quoi? C'est des prières. Ce qui est merveilleux dans ce que vous faites, c'est autre chose. L'homme marche sur la lune. Il explore les profondeurs de l'océan, alors que son voisin du palier reste un inconnu. Vous n'êtes pas des inconnus, nous ne sommes pas des inconnus pour vous. Merci pour tout cela. Nous disons merci. Mais nous disons aussi nos encouragements, messieurs. Vous savez qu'un pays d'ignorants ne peut pas se développer. Et vous avez beaucoup investi dans l'école. Présent au Sénégal depuis 1997, le groupe scolaire Yabou Selim s'illustre par des actes de bienfaisance à l'endroit des populations vulnérables. Cette caravane de la solidarité va sillonner le territoire en vue d'offrir plus de 90 000 ndogou aux nécessiteux. Incendie à la direction des examens et concours de Dakar, la cause en court-circuit avec la climatisation des bureaux. Plus de peur que de mal. 7 duplicopieurs endommagés, pas de blessés. Un incident qui survient à la veille du démarrage des épreuves de l'examen du BFM. Le directeur des examens et concours rassure les candidats. L'examen aura bien lieu demain. Baba Yassine est au micro de Philomène Constance Diagne. On a perdu toutes nos machines. On avait 7 machines de tirage, mais on les a toutes perdues. Mais il y a eu plus de peur que de mal, c'est ça qu'on peut dire. Si c'était intervenu le matin, on aurait repris l'examen. Parce que presque tous les centres de Dakar seraient intéressés. Mais heureusement, bon, il ne reste que l'IDEN plutôt de Dakar Plateau, qui compte 11 centres, plus 2 centres des parcelles Atini qui n'avaient pas retiré. Donc il y a au maximum 13 centres. Donc ces 13 centres-là, on va rapidement les tirer. Aujourd'hui même, le Sénégal compte 14 régions. Toutes les 13 régions ont reçu depuis avant-hier. Bon, il ne restait que la région de Dakar, mais pour la région de Dakar, les 9 IDEN ont reçu, il ne reste que l'IDEN de Dakar Plateau. Et même pour Dakar Plateau, il y a beaucoup de... Vous avez vu, on a récupéré beaucoup d'enveloppes. Maintenant, on va voir le manquant et on va rapidement aller à l'office du bac pour procéder au tirage complémentaire. Ce qui est sûr, c'est que l'examen, on peut le faire demain. Là, je confirme que ça n'a aucun impact négatif sur le prochain déroulement des examens. Donc l'examen se fera, Inch'Allah, demain à partir de 8 h sur toute l'étendue du territoire national. Une messe solennelle a été organisée en l'honneur des jeunes devant représenter l'église du Sénégal au prochain JMJ du Brésil. C'était à l'église Sacré-Cœur de Dakar. Compte rendu Philomène Constance Diagne. 20 jeunes, un engagement, celui de bien représenter tout un peuple, toute une communauté au JMJ de Rio de Janeiro. Pour les accompagner, une messe solennelle afin qu'ils puissent mener à bien leur mission. C'est une messe d'envoi. Nous les envoyons en mission, ils sont en mission. Au retour, ils devront rendre compte. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Ils vont participer au JMJ, initié par le bienheureux pape Jean-Paul II en 1985, pour que les jeunes puissent connaître Jésus-Christ, mieux le rencontrer,
pour que les jeunes puissent célébrer les sacrements de manière festive comme des jeunes, pour que les jeunes puissent rencontrer d'autres jeunes du monde. Les journées mondiales de la jeunesse sont de grands moments de consécration et de rencontres entre des milliers de jeunes et le pape. Tout autour de ce grand événement, un agenda est établi pour chaque pays participant. La première partie de la délégation sénégalaise aura lieu à Sao Paulo, avec les jeunes de Guinée-Bissau, des îles du Cap-Vert, les jeunes de Malaisie, les jeunes d'Égypte, les jeunes de France, des jeunes des États-Unis et des jeunes de Tanzanie. Dans la deuxième partie, ils se rendront à Rio avec les jeunes du monde entier et accueilleront le pape François. Près de 2 millions de jeunes sont attendus à cette 28e édition des GMJ. Elles sont axées sur le thème de l'évangélisation et auront lieu du 23 au 29 juillet au Brésil. Sans transition, nous allons voir ce qui s'est passé ailleurs. Hier, 14 juillet, les 14 pays impliqués dans l'opération Serval au Mali ont défilé ensemble. 13 nations africaines sur les Champs-Élysées invitées par la France à prendre part à sa fête nationale. Cette fraternité d'armes que les Maliens espèrent en retour le 22 septembre, fête de leur indépendance, n'a pas fait l'unanimité, mais reste un événement marquant. La parade des tirailleurs français, une chronique signée Oumar Diaw. Des troupes noires sur les Champs-Élysées un 14 juillet, ce n'est pas à proprement parler une première, mais la présence d'autant de nationalités africaines est unique dans les annales. Image symbolique, belle fraternité d'armes sur ce qui est considéré comme la plus belle avenue du monde dans la belle et douce France, comme le pensent ses habitants. Après avoir ensemble combattu sur des massifs, dans des grottes, autour d'oueds asséchés, aux contours rocailleux et parfois au milieu de nulle part, Français et Africains défilent ensemble, l'oriflamme au fusil. Il y a presque 100 ans, des tirailleurs sénégalais, dont beaucoup étaient maliens, soudanais plus exactement, venaient combattre sous le drapeau tricolore contre un ennemi de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Les temps ont changé, mais l'ennemi est omniprésent. Il a troqué son treillis contre un turban. Le temps des colonies est bien fini. De nouveaux rapports plus équitables sont en train de se nouer entre partenaires indépendants et souverains. Dans un monde compliqué, assurer la sécurité collective n'est pas une mince affaire que l'on mène en solo. Lorsque le feu a pris au nord Mali, la réaction sous-régionale n'a pas été prompte. Serval a été lancé, les tirailleurs français ont débarqué, suivis des Tchadiens, qui ont d'ailleurs payé le plus lourd tribut. Cela valait bien un carton d'invitation à la parade internationale de 14 nations un 14 juillet à Paris, sans autre considération. En Égypte, attaque meurtrière contre un bus dans le Sinaï, bilan 3 morts et 17 blessés. Dans cette péninsule, les actes de guérilla se multiplient. Pendant ce temps au Caire, partisans et détracteurs de Mohamed Morsi appellent à de nouvelles manifestations. L'Égypte est toujours sous tension et depuis l'éviction du président Morsi le 3 juillet dernier, c'est le Sinaï qui s'enfonce dans la violence. Après l'attaque d'un poste de contrôle la semaine dernière, c'est un bus qui transportait des ouvriers d'une cimenterie qui a été touché par un lance-roquette. Au moins 3 personnes ont été tuées, 17 autres ont été blessées. On roulait tranquillement et brusquement tout s'est embrasé. On est descendu du véhicule et on s'est cherché les uns les autres. Il y avait 2 ou 3 cadavres dans le bus. On a réalisé qu'on avait été frappé par une roquette et qu'il y avait des morts et des blessés. Dans le Sinaï, les extrémistes islamistes ont lancé un appel aux armes et les actes de guérilla se multiplient. Par précaution, les forces armées égyptiennes ont démoli plusieurs tunnels entre Rafah et Gaza. Ils les ont remplis de sable et d'eau pour empêcher le passage d'armes de contrebande ou de militants islamistes. Au Caire, partisans et détracteurs de Mohamed Morsi appellent à de nouvelles manifestations, alors que la formation définitive du gouvernement intérimaire devrait être bientôt annoncée. Une situation suivie de près à l'étranger. Le secrétaire d'État adjoint américain William Burns est arrivé au Caire dimanche pour une visite de 2 jours. La page culturelle, le conseil municipal de Fatick va contribuer dans l'organisation de la traditionnelle chasse du Diobaye. L'annonce est du maire de la ville. C'est à l'occasion de la 710e édition de la chasse du Diobaye. Cette année, l'événement a réuni des centaines de jeunes venus de tous les coins du Sine et des autres localités. Et la chasse a été fructueuse, nous dit Moussa Mané. Partis depuis l'aube dans la forêt pour chasser, les jeunes reviennent avec des fortunes diverses. Accueillis par les populations, à majorité des femmes, ils paradent dans la ville au rythme de chants et danses.
La place publique du quartier Ndiaye Ndiaye de Fatick est le point de convergence. Cette activité rituelle appelée chasse de Diobaye est organisée au début de chaque hivernage. C'est dû au fait qu'il y a d'abord certains éléments qui font que dans le passé, il y avait une forêt. Et il y avait les animaux qui dévastaient les champs. Donc il fallait chasser ces animaux-là. L'autre aspect, c'est que le Sérère croit que pour que l'hivernage puisse être productif, il faut qu'il y ait un animal, peut-être parmi les animaux, qui détient des pouvoirs surnaturels, je veux dire, qui peuvent faire que si vous le tuez, que l'hivernage puisse être bénéfique pour tout le monde. Selon les organisateurs, cette cérémonie rituelle de chasse en est à sa 710e édition. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques tendent à disparaître du fait de la modernité, de l'urbanisation, des brassages culturels ou même des migrations. Pour mieux conserver cette tradition du Diobaye, les autorités locales et administratives entendent jouer leur partition. J'engage le conseil municipal pour rectifier effectivement l'erreur qu'on a commise de ne pas dégager une subvention annuelle à la chasse de Diobaye. Je pense que d'ici l'année prochaine, ça sera formalisé et que ça sera pérennisé pour accompagner l'organisation de la chasse de Diobaye. Nous pensons également que l'État devra l'inscrire dans son agenda culturel et chaque année, à travers les médias, surtout la RTS, la radio-télévision nationale, montrer ce qui s'est fait ici, dans le Sine profond, à Fatick et à Ndiaye Ndiaye. Pendant des heures, les jeunes ont dansé au rythme des sonorités sérères. Ils ont rendu par la même occasion un hommage aux grands guerriers et surtout aux saltigués. La traditionnelle chasse de Diobaye 2013 s'est terminée avec l'espoir d'un bon hivernage. Toujours dans nos régions, après une année scolaire bien remplie, la commune de Birkilane a fêté ses meilleurs élèves. Les élèves qui se sont illustrés avec de bonnes moyennes ont tous reçu des récompenses. Compte rendu de la cérémonie, Amidou Diop. Ces élèves issus des différentes écoles de Birkilane ont été brillants durant toute l'année scolaire. Aujourd'hui, c'est tout le département qui les récompense. Différents prix leur sont remis devant un parterre d'autorités locales. Dans un contexte aussi marqué par des difficultés dans le système éducatif, notamment au niveau de la qualité de l'enseignement, nous venons de voir une lueur d'espoir. L'intérêt de cette cérémonie de remise des prix est de créer l'émulation entre les élèves du département. L'initiateur de cette journée invite aussi les fils du terroir à s'impliquer par des actes du genre au développement de Birkilane. L'éducation, c'est la brique fondamentale à partir de laquelle l'économie d'un pays a été constituée. Aujourd'hui, pour avoir un avenir, pour avoir un pays émergent, il faut d'abord une éducation, mais aussi une éducation de qualité. Et dès les premiers pas de son excellence, M. Macky Sall, à la tête de l'État, il a pris des initiatives dans ce sens. Je me suis juste inscrit dans ce sens, dans ce sillage, vraiment pour venir aider, encourager les élèves, mais aussi les parents d'élèves. Parce qu'il faut le dire, les parents d'élèves vraiment occupent une place importante pour l'éducation des enfants. Les parents d'élèves ont fortement salué cette idée novatrice qui récompense les efforts de leurs enfants. Ils en ont profité pour demander des moyens pour inscrire à Birkilane le culte de l'excellence. Sport football, la Linguère rejoint Diambar à la tête du classement à l'issue de la 25e journée de la Ligue 1. Hier, les Saint-Louisiens ont dominé les Ngorois sur un score de 2-0. 3 points de plus et une place de deuxième. La Linguère a réalisé une des plus belles opérations de la journée du championnat. Résumé du match avec Pape Bounetiao. C'était peut-être le match de tous les regrets pour l'Olympique d'Ongor et une très bonne opération pour les Samba Linguère. Dès l'entame du match, les Saint-Louisiens prennent le jeu à leur compte en multipliant les actions dangereuses. Stratégie payante à la 30e minute. Sur corner, Mansourba trouve le chemin défilé. L'auteur du but aura juste le temps de célébrer. Il sera expulsé 3 minutes plus tard à la suite d'une faute devant les yeux de l'arbitre. Le score restera inchangé jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, la Linguère assiège le camp adverse. La défense de l'Olympique d'Ongor déjoue et concède un penalty. La Linguère ne se fait pas plier pour corser l'addition. 2-0. Dans les ultimes minutes de la partie, l'Olympique d'Ongor obtient à son tour un penalty et rate l'occasion de réduire le score devant des Linguérois réduits à 9. 3-0
3 points qui ont permis aux Saint-Louisiens de prendre la tête du championnat en ex-aequo avec Djambar. Fin hier donc de la 25e journée de la Ligue 1. Orange, fait majeur, la Linguère revient à la hauteur des Djambar. Le leader du championnat défait samedi à Pékin. L'ASC Pékin, avec cette victoire 1-0, retrouve le podium du championnat. L'autre équipe de la banlieue, Guédiawaye Football Club, a perdu hier à Demba Diop. 11e défaite face au Port, 2-0. Abdul Aziz Ban. Les choses se compliquent pour le Guédiawaye Football Club. Les jaunes et bleus ont encore perdu dans le championnat 2-0 face au Port Autonome de Dakar, dont ce but de Daouda Gueye à la 90e minute. Une défaite de plus qui enfonce le Guédiawaye Football Club. Donc ce qu'il faut faire, c'est encore encourager nos gosses et leur demander encore de travailler en conséquence pour les 5 matchs qui nous restent. Depuis quelque temps, on voit une équipe de Guédiawaye qui se rebiffe dans ce championnat, qui gagne des matchs à domicile, comme qui prend des points à l'extérieur, comme la fois passée contre Linguère. Après être mené 2-0, ils ont marqué 2 buts. Nous avons joué un match difficile, on a gagné avec la manière, c'est important, on est dans notre maintien. Dans l'autre rencontre de la soirée, Yego et le Casasport ont fait machiner le 0 but partout. Une rencontre où les deux formations se sont créées beaucoup d'occasions. Les attaquants ont rivalisé de maladresse devant le but. On a fait une domination serrée. On domine une équipe pendant 90 minutes sans marquer de but. Je crois que c'est le manque d'efficacité de nos attaquants. Les clubs bénéficiaires de cette journée, le Dakar Université Club victorieux à Richard Toll 2-0 devant Assur, et les bonnes opérations de l'AS Douane à Hambourg et de la Linguère de Saint-Louis. La victoire sur l'Olympique de Ngor 2-0 permet au Samba Linguère d'être deuxième et à égalité de points avec le leader Djambar. Pékin est troisième avec 40 points de par sa meilleure attaque. Elle devance le Djaraf. Les Verts et Blancs et l'Olympique de Ngor ont 40 points. Dans la zone rouge, pas de changement majeur. L'AS Douane, Gorée, Assur et le Guédiawaye Football Club sont relégables à cette étape du championnat. Athlétisme pour terminer ce journal, les sprinteurs Tyson Gay et Asafa Powell, éclaboussés par des affaires de dopage, l'Américain et le Jamaïcain ont été contrôlés positifs. Un coup de blues sur l'athlétisme avant les championnats du monde à Moscou. De choc sur le sprint mondial. C'est en larmes que le meilleur sprinteur de l'année sur 100 mètres, l'Américain Tyson Gay, a révélé le résultat du test par téléphone lors d'une conférence de presse. Ironie du sort, Tyson Gay avait participé à un programme de lutte antidopage il y a quelques années. Il y promettait de courir en étant propre. Quelques minutes plus tard, la deuxième déflagration touche la Jamaïque, nouvelle terre de référence du sprint. Et c'est un autre recordman du monde du 100 mètres qui est éclaboussé, Asafa Powell. Il aurait ingéré un produit stimulant involontairement par le biais d'un complément alimentaire. Le champion olympique du 4 x 100 mètres en 2008 ne tombe pas seul. Il emporte dans sa chute 4 de ses compatriotes, dont la médaillée olympique Sharon Simpson. Tous ont déclaré forfait pour les championnats du monde de Moscou. Faites ce journal où que vous soyez dans le monde. Merci de nous avoir prêté attention. Bonsoir. bokkee ci boobu African Million yomb na demal ci kiosque le nas bi la gën a jege tànn sa juróomi numéro ci 1 ba 45 ak sa ñaari numéro yi am vidéo bi ci 1 ba 8 yóbbu ko ñu firndeel la ko te nga denc bu baax sa ticket ba sa bésu joxe résultat ba samedi ca ngoon ca télé RTL. African Million, le rêve gagnant. Chez Ecobank, nous voyons un